Voilà Thierry Grenet, responsable de l'antenne rouennaise de l'ERN sur Rouen, infirmier de formation. Voilà, pendant que les intervenants vont s'installer, je voudrais un petit peu, pour introduire et provoquer, que vous partiez pas, que vous endormiez pas, me faire la voix du patient. Depuis ce matin, vous parlez de moi. Tout à l'heure, vous disiez que vous voulez le meilleur pour moi. Alors j'ai une invitation à vous faire. Venez à la maison. Venez à la maison parce que d'abord vous allez me rencontrer. Vous allez rencontrer cet autre dont vous parlez depuis ce matin. Mais vous allez me rencontrer chez moi. Parce que j'ai pas forcément envie de venir chez vous. J'ai pas envie d'être hospitalisé. Je voudrais mourir à la maison. Je voudrais qu'on prenne soin chez moi. Alors, dans ma chambre, quand je viens à l'hôpital, vous entrez sans frapper. Quand vous allez venir chez moi, vous serez obligé de sonner. Je vous ouvrirai la porte de mon chez moi. La rencontre en sera différente. C'est ce que je pense qu'on va percevoir à travers la table ronde. Et puis, s'il vous plaît, avant de venir chez moi, j'aimerais bien que vous parliez un petit peu entre vous. Parce que j'aimerais bien que vous vous mettiez un petit peu d'accord sur ce que vous allez faire de moi. Autrement dit, le singulier et le collectif, le je, vous allez tous venir les uns derrière les autres chez moi. Ça, c'est votre je. Mais si vous pouviez articuler le je-nous, je sais c'est une articulation qui est compliquée, le je-nous. Mais si vous pouviez faire ça pour moi, je vous en serais reconnaissant. Allô ? Oui, ça marche. Donc, eh bien, bonjour. Je suis ravie donc d'animer cette table ronde, la dernière de la journée, avec différents invités qui vont tour à tour présenter un petit peu leur dispositif, puisqu'aujourd'hui la thématique eh bien, aborder les nouvelles organisations de parcours de soins et en particulier pour les soins à domicile et les enjeux éthiques que peuvent dont se préoccupent les soignants et autres intervenants de ces dispositifs-là seront évoqués. Bien entendu, on se posera les questions et je ne sais pas si on a des réponses, mais on s'en pose en tout cas. Donc, je me présente, je suis Marianne Salin, je suis médecin dans un établissement de soins avec différents parcours, médecin généraliste de formation. Aujourd'hui, nous accueillons donc la plateforme territoriale d'appui, donc la PTA. Je ne sais pas si ces nouveaux dispositifs sont connus des uns et des autres, mais je pense qu'il est intéressant de voir et de connaître un peu les différentes formes d'accompagnement des patients, en particulier à domicile, et souvent dans des situations complexes ou en sortie d'hôpital, etc., comme certains pourront nous l'expliquer. Nous aurons donc Loni Gouchon qui nous présentera la plateforme territoriale d'appui et les situations éventuellement auxquelles il peut être confronté lors de ses activités avec les différents partenaires. Puis nous aurons l'équipe mobile territoriale de soins palliatifs, donc le docteur Loyot, Johanna, et notre ami Manuel Mansart, qui est infirmier, lui, dans ce dispositif, qui nous expliqueront également à quel niveau ils interviennent, éventuellement les questions surtout qui peuvent se poser lors des situations délicates de fin de vie ou en soins palliatifs, au moins à domicile, jusqu'où on peut aller, jusqu'où doit-on aller. Est-ce qu'il faut faire la promotion du tout domicile pourquoi le domicile à tout prix? Parfois, le domicile, c'est aussi toxique. Parfois, l'environnement au niveau du domicile n'est pas favorable aux patients. N'oublions pas que nous parlons des patients, des personnes supposées en souffrance, malades, pour lesquelles nous souhaitons un équilibre le meilleur qu'il soit, en tout cas le moins mauvais, au niveau global, médico-psychosocial. Je rappelle aujourd'hui que je ferai la promotion de la prise en charge globale des patients
avec leur environnement, bien entendu, leur état de santé, leur état psychique et l'objectif qu'ils peuvent avoir à l'instant de leur vie. Et puis enfin, nous accueillerons donc un dispositif qui s'appelle le Prado, donc système de sortie d'hôpital et d'accompagnement, en particulier, qui est un dispositif de la CPM, comme nous expliquera Christelle Jouginet, sage-femme, qui elle travaille surtout sur la part néonate et sortie de maternité. Et ensuite, Madame Travers, Estelle, nous présentera dans quel domaine elle travaille. L'ADMR, vous connaissez les dispositifs d'accompagnement à domicile qui travaillent dans différents champs, le champ du handicap, de l'enfance, des soins, de l'accompagnement à domicile des personnes qui peuvent être souvent représentées par des personnes âgées en type de population, mais qui aussi, de l'enfance et à la maturité, peuvent bénéficier de ce type de dispositif. Donc, merci d'être là. Vous constaterez qu'on a donc des participants qui sont issus de différents champs du soin, infirmiers, médecins, sages-femmes, mais aussi du travail social. Donc, nous ferons aussi aujourd'hui le point par rapport au questionnement éthique sur l'idée du travail ensemble et de la pluridisciplinarité. Est-ce bon, moins mauvais ou mieux? Est-ce que à domicile, nous avons les outils nécessaires et qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place si toutefois c'était insuffisant pour améliorer notre accompagnement aux soins dans le respect de l'autonomie, des souhaits et des pouvoirs de décision des patients, essentiellement, à ce niveau-là, l'autonomie, la bienveillance, la bientraitance, la non-malveillance ou non-maltraitance. Chacun utilisera le mot qui lui convient, et puis surtout le principe de justice. Est-ce que ce que l'on fait ou ce que l'on propose ou ce que on s'apprête à proposer est juste? Est-ce qu'on ferait et est-ce qu'on proposerait ce type de projet, par exemple, à tout le monde de la même façon? Est-ce que c'est juste? Est-ce qu'on fait bien? Et puis, est-ce qu'on accepte aussi parfois que finalement, c'est pas comme on aurait imaginé et que c'est peut-être pas pour aujourd'hui et qu'on reportera le projet à demain? Accepter le rythme et la temporalité de chacun. Donc, je vais laisser d'abord la parole à Loni, qui va nous expliquer en quelques temps, puisque c'est un quart d'heure chacun, hein, je vous rappelle, en quelques mots comme chacun ici, le dispositif pour qu'on comprenne le contexte un peu, et puis ensuite, les questionnements ou des situations éventuellement qui pourraient nous illustrer le point de vue éthique pour le maintien à domicile. Donc à moi d'être concis, synthétique et puis pertinent. Donc Loni Gouchon, moi je suis coordinateur de la plateforme territoriale d'appui. Je suis de formation infirmier à la base. Je remercie Marianne pour l'invitation aujourd'hui. Donc je vais vous présenter rapidement ce qu'est une plateforme territoriale d'appui. Qui ne connaît pas les plateformes territoriales d'appui, les PTA? Je vais vous faire participer un peu. La moitié à peu près. Bon, je vais revenir sur ce qu'est une PTA. Et puis on va essayer d'ancrer la réflexion un peu dans le concret avec deux situations emblématiques en fonction du temps. Ce qui m'intéresse surtout, c'est l'échange qu'on va avoir derrière. Donc la plateforme territoriale d'appui, elle est portée par l'association Revivre. L'association Revivre intervient sur le secteur de l'agglomération caennaise depuis une quarantaine d'années, dans le champ de la lutte contre les exclusions, et porte différents dispositifs d'hébergement et de réinsertion. Une centaine de salariés sur l'agglomération caennaise, qui portent ce projet de plateforme territoriale d'appui. Alors, l'origine un petit peu des PTA, c'est un dispositif national, il y en a un petit peu partout en France. Il naît d'un double constat. Les professionnels de santé, en particulier les médecins traitants, se retrouvent de plus en plus confrontés à des situations complexes dans leur contexte d'exercice.
de par le vieillissement de la population, de par l'explosion des maladies chroniques, de par aussi la paupérisation dans certaines communes, de par la désertification dans certains secteurs, certification médicale. Parallèlement, une offre de dispositifs de coordination qui, depuis une dizaine d'années, alors on a eu toute la politique des réseaux de santé, des réseaux de soins, monothématiques, plurithématiques. Tous ces dispositifs constituent plein de portes d'entrée et les professionnels de santé sont complètement perdus. Alors je pense aussi à un moment donné que les hospitaliers, dans leur contexte d'exercice, peuvent l'être aussi. Donc on a un fourmillement de dispositifs de coordination qui rend le tout totalement illisible pour le médecin traitant et les professionnels de santé libéraux en particulier. Et cette offre de coordination, d'appui à la coordination, elle paraît aussi incomplète. Parce que souvent, on est sous une approche populationnelle. Alors ici, j'ai cité les maillas qui sont portés par le conseil départemental, ou des réseaux de santé, ou des équipes mobiles de psychiatrie, ou des réseaux qui sont fléchés par pathologie, sur des segments particuliers de parcours de santé. Voilà. L'idée étant d'avoir une plateforme de coordination généraliste, sans distinction d'âge ni de pathologie. Voilà, alors les PTA sont issus du décret du 4 juillet 2016 et issus de la loi de modernisation du système de santé. Un peu de théorie. Donc, pour vous donner un petit peu le contexte sur la Normandie, voici la carte des plateformes territoriales d'appui qui sont actuellement en activité. Vous en avez, si je ne dis pas de bêtises, 10, 11, avec un maillage dans 2 ans qui sera total, global, sur l'ensemble de la Normandie. Ces plateformes, elles sont portées pour la plupart par des professionnels de santé libéraux, par des pôles de santé ou des maisons de santé. Seule l'association Revivre sur le Calvados porte une plateforme. Donc, cet outil, il est à destination des professionnels de santé et porté par les professionnels de santé. Sur notre équipe, on est constitué aujourd'hui maintenant d'un peu plus de 3 équivalents temps plein infirmiers, d'un mi-temps de travailleur social et d'une secrétaire à temps plein. Alors, les plateformes territoriales d'appui interviennent pour des situations complexes, comme tu le disais, Marianne. Mais avant tout, je pense qu'il est important de définir ce qu'est un parcours complexe. On entend parler de plus en plus de situations complexes, de parcours de soins complexes, à savoir qu'est-ce qu'on y met. On peut avoir une grille de lecture assez objective. Il y a des grilles de lecture HAS qui existent pour qualifier une situation complexe. La loi nous en donne même une définition, que je ne vais pas lire. Avant tout, moi je pense, de par mon expérience, que la complexité, c'est avant tout quelque chose de subjectif et de très ressenti. Donc la complexité, elle peut se situer à plusieurs niveaux, au niveau social, économique, environnemental, psychologique. Elle est vraiment polymorphe. Donc, je vais revenir là-dessus. Elle varie d'un professionnel à un autre selon son expérience, la vitalité de son réseau professionnel, son mode d'exercice, de sa charge de travail et de ses compétences. Elle s'inscrit dans un contexte qui rend l'ensemble complexe. C'est bien important de se dire que une situation complexe, je suis médecin généraliste, je travaille, je sais pas, dans l'hypercentre-ville de Caen, dans un pôle de santé, où j'ai énormément d'autres collègues, j'ai un réseau qui est énorme, je ne vais pas traiter la situation complexe, ou en tout cas je ne vais pas la qualifier de la même sorte, où je serai dans un contexte d'exercice un peu plus isolé, en campagne, où j'ai pas forcément le même réseau, où j'aurais peut-être plus besoin d'avoir un appui sur potentiellement une personne âgée en perte d'autonomie, par exemple. Donc ça, c'est important souvent de le définir. Donc on peut y mettre tout et n'importe quoi derrière ce qu'on peut penser comme étant un parcours complexe. Alors je vais essayer de passer assez rapidement sans m'étaler sur les missions des plateformes territoriales d'appui. Première mission des plateformes territoriales d'appui, c'est l'information et l'orientation des professionnels vers toutes les ressources sanitaires, sociales, médico-sociales du territoire. L'idée étant d'être un guichet unique pour les professionnels de santé libéraux, à la manière d'un CLIC, qui est un centre de ressources pour les personnes âgées de plus de 60 ans. Les plateformes territoriales d'appui sont un centre de ressources pour tous les publics. Voilà, sur le volet sanitaire. Deuxième mission des plateformes territoriales d'appui, et cœur de mission des PTA, l'organisation des parcours de soins complexes.
Des professionnels de santé, des travailleurs sociaux peuvent solliciter les PTA sur des situations d'usagers de patients pour lesquels ils sont en difficulté. Charge à nous, professionnels de la plateforme, d'organiser une évaluation sanitaire et sociale de la situation de la personne sur son lieu de vie ou à l'hôpital. Peut s'en dégager derrière, avec l'accord du patient et du médecin traitant, le suivi, la programmation des interventions autour du patient. Alors là, on est sur des actes purement de coordination, de programmation de soins en lien avec le médecin traitant. Le dernier volet qui est mis aussi dans la loi, c'est l'appui pour les admissions entrées-sorties des établissements de santé. Voilà. Je donne quelques exemples sur ces 2 premières missions. Souvent, les médecins traitants peuvent nous solliciter pour des demandes d'informations sur un dispositif sanitaire ou social ou sur une procédure spécifique. Des signalements de recueil d'informations préoccupantes, le montage de dossiers APA, CARSAT, d'aide à la complémentaire santé. Puisque l'association Revive porte différents dispositifs d'hébergement sur Caen, il y a tout ce qui a trait à la domiciliation des gens sans hébergement, tout ce qui aide SCCS, etc. Tout ce que les professionnels de santé, enfin, c'est pas leur domaine de compétence, donc ils s'adressent à nous pour qu'on puisse étayer les situations. On a interpellé également, le docteur Levaltier peut en témoigner à un moment donné, les sorties d'hospitalisation. Alors, nous ne sommes pas un service social des hospitalisés à proprement parler, néanmoins, on sait très bien que la période qui suit la sortie d'hospitalisation a un moment un petit peu capital, crucial, pour permettre le maintien à domicile. Donc on peut être mobilisé pour coordonner le parcours de soins lors du retour à domicile en lien avec l'hôpital. On est sollicité pour tout type de situation, donc des patients polypathologiques en situation chronique. Ça peut être le besoin d'un appui pour créer ou recréer un parcours de soins, des gens qui ne sont plus inscrits, qui n'ont plus de médecin traitant, pour lesquels ils cumulent un certain nombre de problématiques médicales et psychosociales, pour lesquelles il y aurait nécessité de raccrocher un médecin traitant et de retracer un parcours de soins. Les patients en situation de précarité psychosociale, et là je te regarde Marianne, puisque il nous arrive de travailler régulièrement avec les permanences d'accès aux soins sur le territoire du Calvados, donc des demandes d'évaluation sanitaire et sociale et des relais vers des dispositifs adaptés. On intervient également pour des patients présentant des pathologies gravement évolutives. C'est des patients qu'on peut relayer à nos collègues parfois en soins palliatifs. J'ai mis haute maladie en neurologie, cancer et autres. Ça peut être de la mise en place d'aides techniques au domicile ou adaptation du logement. Donc là, on peut mobiliser également nos collègues de l'ADMR sur des volets ergo et adaptation au logement. Voilà pour vous signifier un petit peu ce qu'on peut faire au travers des 2 premières missions. Et la 3e mission, c'est une mission purement de formation. Nous, sur notre plateforme, on forme des coordinateurs de pôles de santé et de maisons de santé. En pleine restructuration de l'offre de soins sur le volet champ des soins primaires, on voit l'émergence de profils de coordonnateurs de pôles de santé, qui sont historiquement des médecins leaders ou des infirmiers libéraux qui ont une fonction de coordination sur les pôles de santé. Donc nous, en lien avec l'ARS et l'URML Normandie, nous proposons une formation de 2 ans pour former ces coordonnateurs de pôles de santé. Alors, passons à des choses plus parlantes. Alors, j'ai essayé de reprendre 2 situations emblématiques. Et puis, c'est en fait même des situations du quotidien pour lesquelles on est mobilisé, sollicité. Là, en l'occurrence, alors j'ai repris une situation assez récente là, d'un patient de 48 ans, de nationalité géorgienne, qui est arrivé sur le territoire français le 9 février 2019, qui a été hospitalisé pour un cancer pulmonaire avec des métastases. Monsieur qui est arrivé était déposé directement au CHU, pas de famille, ne connaissant personne sur Caen, ne parlant pas un mot français. Comme il a moins de 3 mois sur le territoire, ce monsieur ne bénéficie d'aucune couverture maladie. Il est sur une procédure de soins urgents évitée. Pas d'aide médicale d'État mise en place. Et c'est un patient qui sort cliniquement du service. Il a eu une première cure de chimiothérapie et puis il doit bénéficier de 3 cures de chimiothérapie avant son prochain scanner. Et on est interpellé pour coordonner tout son parcours de soins à l'hôtel. C'est domicile, quoi. L'hôtel, c'est le domicile.
Sachant que le monsieur, il n'a pas encore dormi une nuit, alors il est arrivé, il a été déposé au CHU, très clairement. On sait très bien qu'il y a je suis énormément de familles géorgiennes sur Caen. Il y a tout un réseau de patients qui viennent se faire soigner en France. Et ce patient se retrouve vraiment tout seul, en situation, pour le coup, de vulnérabilité. Voilà, on nous parle de sortie, on nous demande d'intervenir et de coordonner le parcours de soins, d'assurer le lien hôtel-CHU, ce qui pose éminemment plusieurs questions. Moi, c'était ce qui m'avait fait soulever, ce qui m'avait assez surpris, c'était la question du sens. Il y a quelques années, ce genre de patient serait resté hospitalisé tout naturellement à l'hôpital, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui dans un contexte de virage ambulatoire. Parallèlement, il en relève plus cliniquement aussi. Ce monsieur n'avait pas de couverture maladie pour bénéficier de ses soins. Donc très clairement, comment il va aller faire ses injections, comment il va bénéficier de ses soins infirmiers à domicile. Il y avait la question de ses déplacements sur l'agglomération pour venir au CHU. Comment ce monsieur allait s'alimenter très clairement à l'hôtel, parce qu'à l'hôtel, il n'y a pas de frigo, il n'y a pas de micro-ondes, il n'y a rien pour manger. Alors pour le coup, nous on avait fait une évaluation un peu de l'état général de ce monsieur qui était plutôt préservé, et on avait préconisé, pour faire très rapidement le suivi, on avait relayé vers la permanence d'accès aux soins du CHU de Caen, puisque ce monsieur n'avait aucune couverture maladie. On a organisé tout le process de soins de façon à ce qu'il soit aidé pour les déplacements, pour l'alimentation via les collègues de la maraude. Voilà. Il fallait absolument qu'on s'assure qu'il puisse se déplacer pour avoir accès à ses soins et qu'il puisse accéder à des colis alimentaires pour manger. Voilà. Il n'était pas du tout question qu'il reste à l'hôpital, le cancérologue ne souhaitant pas du tout le maintenir plus longtemps en hospitalisation. Voilà. Donc c'est clairement des situations qu'on a au quotidien et pour lesquelles on est mobilisé sur la PTA. Et une deuxième situation emblématique, je vais aller assez rapidement. Donc là, c'était un monsieur de 38 ans qui vit chez sa mère dans un appartement au 4e étage sans ascenseur sur un quartier de Caen. Un patient en situation de cirrhose décompensée avec des tensions d'acide régulières, un monsieur qui consomme de l'alcool depuis son adolescence avec des signes d'encéphalopathie hépatique, personnalité sociopathe avec des antécédents de justice, avec beaucoup d'incarcération dans son parcours de vie. Et ce monsieur-là, à 38 ans, se retrouve en perte d'autonomie. Il se retrouve avec un bide énorme, avec un besoin d'aide pour la toilette et l'élimination. Lors de ces hospitalisations en service d'hépatogastro, il y a un conflit entre la famille et l'équipe et le médecin du service. Ce qui a été décidé, c'est un retour à domicile chez sa mère, qui vit à proximité du CHU. Et le médecin traitant nous a interpellés pour fournir un appui sur cette situation complexe à plusieurs titres. Mais le médecin traitant nous explique qu'elle ne fera plus de visite à domicile. Monsieur est beaucoup trop loin du cabinet. Charge à nous de trouver un nouveau médecin traitant sur le secteur. Refus des infirmiers libéraux d'intervenir, car pas de lit médicalisé. Pas de possibilité de faire intervenir un SIAD également, puisque pas de lit médicalisé. La mère est épuisée et elle refuse catégoriquement qu'on médicalise l'appartement. Donc nous, on est intervenu dans ce contexte-là pour essayer de négocier et envisager à nouveau une hospitalisation, puisque le monsieur dormait dans le canapé de sa maman. Enfin, c'était totalement inadapté de le laisser selon nous, selon notre évaluation, c'était totalement adapté de le laisser dans cet environnement-là. Puis on avait une famille agressive et compliquée à gérer, et puis je reviendrai un petit peu sur la famille, sur la deuxième vignette. Voilà, il n'est pas évoqué la notion de soins palliatifs. Ouais. Donc nous, tout l'objet de notre intervention était la négociation avec la mère et la sœur, donc la famille, pour faire accepter un lit médicalisé le logement, pour pouvoir permettre l'accès à l'intervention à des professionnels de santé à domicile, notamment une infirmière.
On a travaillé en lien étroit avec le service d'hépato-gastro pour que monsieur soit réévalué régulièrement par rapport à son encéphalopathie. Et il a fallu qu'on puisse trouver un nouveau médecin traitant qui accepte de faire des visites à domicile, 4e étage sans ascenseur, le monsieur ne pouvant pas descendre du logement. Donc voilà, alors là j'ai fait... vous a un petit peu posé problème dans cette situation. C'est des conditions qui n'étaient pas adaptées aux soins à domicile, à la fois pour la sécurité du patient et des professionnels. Le 4e étage sans ascenseur, l'absence de matériel médicalisé, c'était une grosse problématique. Une famille ambivalente qui était à la fois demandeuse d'aide, d'un soutien, mais qui souhaitait garder la maîtrise des intervenants à l'appartement. Et l'évaluation qu'on en a fait, c'est que la famille c'est pas véritablement était très clairement dans le déni du pronostic du monsieur. Une cirrhose décompensée. On savait que l'hépato-gastro avait bien expliqué à la famille que monsieur n'allait pas non plus tenir des mois et des années comme ça. Avec un refus pour la mère, c'était très compliqué, voire impossible à entendre, que son fils soit déjà en perte d'autonomie, soit pas pris en charge à l'hôpital, et potentiellement qu'il y ait un pronostic qui soit engagé à court terme. Donc il y avait la question de la fin de vie qui était soulevée, les conditions de vie dans l'appartement de sa mère. Ce patient était, alors lui, si on s'intéresse plus spécifiquement à lui, qui était totalement inexpressif, qui ne parlait qu'à sa mère, et qui était totalement passif dans ce canapé. Qui était vraiment sur des modalités très compliquées avec nous, sans jusqu'aller à nous insulter, mais c'était très clair qu'il insultait les gens dans le service au CHU. Avec nous, c'est passé plus ou moins, mais c'était assez compliqué. Pour vous finir l'histoire, c'est un monsieur qui était recherché par la police et qui a fini au bout de quelques semaines d'être incarcéré à la maison d'arrêt pendant 4 mois, malgré le fait qu'il soit en perte d'autonomie et puis en fin de vie. Il a trouvé un autre domicile pour les soins. C'est aussi des services de soins quand même qui parfois en détention permettent de recadrer et de gérer certaines situations gérables à l'extérieur. C'était le cas pour ce monsieur. On a fait énormément de liens avec la maison d'arrêt pour leur filer les infos. Et pour la sortie ensuite, parfois ça peut être facilité. Voilà, c'est un monsieur qui est décédé juste après la sortie d'incarcération, qui est rentré chez sa mère et qui est décédé. On ne va pas pouvoir aller beaucoup plus loin, Loni, parce que sinon chacun ne pourra pas intervenir. C'est difficile en un quart d'heure d'expliquer. Alors on voit bien que le maintien à domicile, c'est pas si simple, même quand toute une cohorte d'intervenants, qu'ils soient sociaux, sanitaires ou d'intervenants des services locaux ou les médecins libéraux s'y mettent, c'est pas toujours simple parce que il va falloir s'adapter et éventuellement trouver une autre solution, voire attendre que les conditions s'améliorent. Et dans ce cas, la conduite de soins et poursuivre dans des situations telles ne serait pas particulièrement éthique. Donc on va passer la parole à l'équipe donc des soins palliatifs, l'équipe territoriale mobile ressources, et vous allez nous parler un petit peu de vos activités, des situations qui auraient pu au niveau de l'accompagnement et des soins à domicile poser question, et on en a vécu ensemble et c'est vrai que c'est pas simple. Tous ces dispositifs-là existent théoriquement dans tous les départements, donc ça peut se décliner effectivement au niveau de la grande région et voir sur tous les territoires français. Voilà, donc Johanna et... Bonjour à tous. Déjà, voilà, nous tenions à remercier l'équipe d'organisation de cette journée et notamment le docteur Marianne Salin de nous avoir invités à cette table ronde pour pouvoir parler du maintien à domicile des patients et aussi toutes les problématiques en termes de limites quand les prises en charge deviennent compliquées. Alors en 2-3 mots, on va se présenter. Moi, je suis le docteur Johanna Loyot, je suis médecin et je suis accompagnée de monsieur Mansart Manuel qui est infirmier. On fait partie de l'équipe mobile territoriale de soins palliatifs ressources. Donc en fait, pour les personnes qui ne connaissent pas notre équipe, on est une équipe qui est rattachée à la Fondation de la Miséricorde. Et en fait, nos missions, c'est l'accompagnement
des patients qui sont aux soins palliatifs de leur pathologie. Voilà, ça peut être pathologie cancéreuse, ça peut être des maladies neurodégénératives, des insuffisances d'organes. Donc voilà, l'accompagnement des patients, des familles et également des professionnels, voilà, libéraux, voilà, qui interviennent dans les prises en charge. Donc on est vraiment en appui, on a un rôle de conseil auprès des professionnels. On est dans la non-substitution. Donc voilà, on peut intervenir de façon très précoce au niveau voilà, des prises en charge et accompagner le patient tout au long de son parcours. Donc on intervient principalement au domicile et également les lieux apparentés domicile type EHPAD, structure médico-sociale, également dans le milieu du handicap, dans les maisons d'accueil spécialisées, les foyers occupationnels d'accueil. On a également voilà, des conventions avec des établissements type le PSM, voilà, pour lequel ils ont aussi une population vieillissante et ils sont confrontés voilà, pour leurs patients psychiatriques à des situations de fin de vie qui peuvent être compliquées. Donc, du coup, je vais passer la parole à mon collègue. Eh bien, bonjour à tous. Quand Marianne nous a demandé d'intervenir, nous a invités à participer aujourd'hui, sur ce sujet des soins à domicile, jusqu'où on s'est dit, voilà, c'était presque évident. On ne savait pas par où commencer, puisque ça correspond vraiment à une réalité de notre service. C'est la question qu'on se pose, et c'est souvent pour ça qu'on nous appelle. C'est la question des soins, des limites du soin et des limites des soins palliatifs à domicile. Donc on avait multiples choix pour proposer quelque chose aujourd'hui. On a voulu rester dans le concret, un peu dans le terrain, et du coup on a choisi d'illustrer les choses par une situation clinique. Johanna, je te laisse débuter. Alors nous avons choisi de présenter la situation de Madame R, qui est une jeune patiente de 47 ans. Elle est à son domicile, elle est mariée et elle a 2 enfants, un fils de 27 ans et une fille de 23 ans, sa fille qui vit au domicile. Elle présente depuis le mois de janvier 2016 des troubles de la marche associés à une maladresse des mains, avec une asthénie et une perte de poids de 14 kg en 6 mois. Elle a tout un bilan dans le service de neurologie et au départ est évoqué un diagnostic de sclérose en plaques. Donc diagnostic évoqué en mai 2016, mais elle présente une dégradation motrice rapide qui remet en cause ce diagnostic. Donc il y a une reprise des investigations et enfin le diagnostic de sclérose latérale amyotrophique est posé en août 2016. Nous sommes alors sollicités par le mari de Madame pour soutien et pour mise en place d'un plan d'aide au mois de septembre 2016. Alors, notre première rencontre était assez délicate puisqu'on est intervenu à la demande de l'époux. Donc, on était connus de sa part comme une équipe de soins palliatifs, mais pas connus de la même manière par son épouse. On constate lors de notre première rencontre effectivement que Madame a des troubles moteurs importants, troubles moteurs supérieurs, d'évolution rapide. Elle se déplace déjà en fauteuil roulant. Elle est suivie pour ça à l'IMPR, Institut de médecine de rééducation. Et elle présente également des symptômes de dyspnée à la parole et des fausses routes au liquide, et également une dysarthrie. Madame est persuadée d'avoir une maladie de Lyme. En fait, elle nous explique qu'elle a rencontré lors de vacances dans le sud, par l'intermédiaire de sa famille, un médecin qui a posé un diagnostic de maladie de Lyme et qui lui a proposé un traitement par antibiothérapie et homéopathie. Donc elle n'accepte pas du tout ce diagnostic de SLA. On se rend compte également lors de cette première visite que le domicile n'est pas du tout adapté pour un handicap. La pièce de vie est à l'étage, la salle de bain est très petite. Il y a une seule cuisine au rez-de-chaussée avec un escalier très étroit. C'est l'époux et la fille qui habitent au domicile, donc la fille de 23 ans, qui sont les aidants principaux.
Et suite à cette première rencontre, on entame déjà des démarches sociales pour obtenir des aides de la MDPH. Rien n'existait lors de notre première intervention. Et on entame, ou en tout cas on convient avec madame et sa famille d'un suivi infirmier et d'un suivi social pour pouvoir réadapter de manière régulière les aides, le matériel et permettre un suivi clinique. Alors c'est un service d'auxiliaire de vie qui débute son intervention pour au début une aide à la toilette et une aide au repas. Donc, au cours de son suivi, qui dure plusieurs mois, en fait, on constate une aggravation de la patiente sur le plan moteur, de façon assez rapide, sur 3 mois, avec du coup une dame qui est pratiquement tétraparétique, qui nécessite de ce fait une majoration du plan d'aide. Ce plan d'aide est extrêmement mal vécu par madame, qui jusqu'alors n'entend pas son diagnostic. Il y a une prise en charge à l'IMPR, et donc elle est dans une démarche de récupération. Et effectivement, la mise en place de ce plan d'aide pointait sa dégradation motrice et sa dépendance. La communication orale devient alors de plus en plus difficile, jusqu'à impossible, avec la nécessité de mettre en place une ardoise pour qu'elle puisse communiquer. On constate également une majoration des fausses routes au liquide et puis également à la salive du fait d'une hypersalivation liée à sa pathologie. Donc l'alimentation est réadaptée avec introduction d'une alimentation mixée qui est également très très mal vécue par madame. Elle présente également des difficultés respiratoires. Donc elle a été vue par l'équipe de pneumologie qui débute une ventilation non invasive au masque. Alors les conséquences de toutes ces pertes multiples, forcément chez Madame R, ça entraîne des angoisses importantes avec des pleurs assez répétés, des idées morbides. Elle refuse de manière assez évidente l'adaptation de l'alimentation. Elle négocie auprès des soignantes l'adaptation des textures. Ça rend d'autant plus long le temps des repas. Les repas sont ponctués également de pleurs, ce qui fait craindre pour les soignants qui lui donnent à manger la survenue d'inhalation, qui entraînerait aussi des conséquences relativement graves. Le couple est également mis à mal, enfin, la relation de couple est mise à mal du fait de la difficulté que madame n'accepte pas ce diagnostic de SLA. La fille également présente à domicile est très investie. Elle accepte, elle, les exigences de sa mère et du coup laisse peu de place à la venue des auxiliaires de vie. Ça entraîne également des conflits très réguliers. Les auxiliaires de vie qui interviennent quotidiennement et plusieurs fois par jour, elles sont en difficulté pour les transferts qui sont répétés durant une journée. Madame R, elle exige d'avoir des douches tous les jours, malgré une salle de bain non adaptée. Ça nécessite des mobilisations très périlleuses, autant pour la patiente que pour les auxiliaires de vie. De la même manière, les repas dans la cuisine, ça entraîne aussi des choses assez lourdes, puisqu'elle est au rez-de-chaussée. Ça nécessite de transporter madame sur une chaise, de porter la chaise et de descendre cette chaise et madame pour qu'elle puisse manger au sein de cette cuisine. C'est la seule pièce qu'il y avait au rez-de-chaussée. Et puis également cette négociation permanente avec les soignantes au sujet des textures et de l'alimentation. En fait, les auxiliaires de vie se retrouvent très vite tiraillés, ou le cul entre deux chaises, entre l'envie de lui faire plaisir, avec Madame R qui demande d'avoir une vie normale, qui veut avoir des douches tous les jours, et voilà. Et puis de l'autre côté, l'adaptation du quotidien à la maladie, avec cette adaptation de l'alimentation, avec la limite des transferts, qui entraîne forcément des conséquences, et puis la survenue de matériel de plus en plus lourd à la maison. Ces difficultés elles sont renforcées par l'attitude de la fille,
qui souhaite, elle, satisfaire au mieux sa mère, et la fille qui ne se prive pas pour faire remarquer aux auxiliaires de vie leur manque de dévouement. Alors, on propose effectivement l'intervention d'aide supplémentaire à la maison. Là aussi, difficulté administrative, vu que pour bénéficier de certaines aides, il faut avoir plus de 60 ans. Ce n'est pas le cas pour Madame R. On propose... On me dit qu'il ne reste plus que 2 à 3 minutes pour notre exposé, donc je vais essayer de faire court, mais... Le on est personnalisé. Le on ne dit jamais son nom, c'est ça. Bon, on va essayer d'être concis. On propose quand même quelques adaptations au domicile pour aider les soignants qui interviennent. On va essayer de proposer une sorte de compagnonnage auprès des équipes d'auxiliaires de vie qu'on va pouvoir voir de manière régulière et redébriefer sur la situation à domicile. Parce qu'on voit quand même qu'elles sont à la fois prises dans des obligations professionnelles avec cette envie de bien faire et puis ce qui leur manque pour bien faire, et à la fois prises dans une idée d'accomplir les choses aussi de manière satisfaisante au niveau personnel avec une sorte d'impératif moral. Elle nous renvoie donc énormément de questions, autant sur les fausses routes, quelles limites poser, sur les pleurs et les frustrations, que répondre à madame face à ces crises, qui est responsable, qui doit donner à manger, quoi faire en cas d'étouffement à la maison, comment améliorer la coopération avec la fille, limiter les risques de chute, etc. Et puis jusqu'où aller dans l'accompagnement de madame qui a des demandes imprudentes, téméraires. Au fait de la complexité de cette situation, il nous a semblé intéressant d'organiser une réunion de concertation pluridisciplinaire afin de mettre autour de la table à la fois les professionnels du domicile et les professionnels hospitaliers. Donc le médecin traitant, les auxiliaires de vie, l'équipe de neurologie, l'IMPR avec les kinésithérapeutes, orthophonistes, ergothérapeutes, psychologues, l'équipe mobile de soins palliatifs du CHU et l'intervention de l'HAD. Donc en fait, lors de cette RCP, est fait le constat de l'évolution rapide de la pathologie de madame, avec son acceptation difficile dans les différentes adaptations puisqu'elle gardait des demandes impossibles. Il y avait une compréhension difficile de la situation. Alors est-ce que c'était un déni, des troubles cognitifs, une résistance psychologique, une difficulté avec la labilité émotionnelle qui rendait aussi difficile le positionnement médical en termes de projet thérapeutique et d'orientation des soins. Était noté également un épuisement de la famille et des auxiliaires de vie dans ce contexte, avec évocation à ce moment-là d'un lieu d'hospitalisation pour pouvoir faire un répit. À noter qu'à ce moment-là, il y a un premier arrêt de maladie d'une des auxiliaires de vie et plusieurs suivront. Donc, dans ce contexte, une demande d'hospitalisation de répit a été faite dans différents établissements, notamment des services de soins et de réadaptation qui ont été refusés. L'unité de soins palliatifs avait été évoquée mais non envisageable car la patiente n'était pas dans une démarche palliative. Il a alors été fait un travail conjoint avec le médecin traitant afin de pouvoir apporter un cadre aux professionnels de santé ainsi qu'à madame et à sa fille. Est alors rédigé des consignes qui concernaient principalement l'alimentation et les transferts. En tout cas, ceci permettait aux auxiliaires de vie de faire référence à l'autorité médicale auprès de madame. Donc dans les suites, on a constaté la poursuite de l'aggravation de madame, notamment au niveau moteur, et une perte totale de la communication nécessitant l'apprentissage du KICOS. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un dispositif avec des lunettes, avec un pointeur laser qui sont fixés sur ces lunettes et avec un tableau avec des lettres. Et du coup, la patiente peut pointer différentes lettres et faire des phrases. Donc l'HAD a été mis en place pour pouvoir réaliser des soins de nursing en binôme avec les auxiliaires de vie, mais ceci nécessitait l'arrêt de la prise en charge à l'IMPR, donc l'Institut de rééducation. Madame continue alors de refuser les adaptations concernant sa pathologie. Donc en fait, nous avons choisi de présenter ce cas clinique car il y avait plusieurs questionnements que nous soulevions. Notamment en termes de limite du maintien à domicile, comment respecter le souhait des patients mais également le souhait des soignants. Doit-on répondre aux exigences des patients dans leurs demandes impossibles, allant à leur rencontre des recommandations médicales et pouvant entraîner une réelle mise en danger avec sentiment de culpabilité des soignants et de la famille? Est-on dans de la bientraitance?
Quel doit être l'investissement de la famille? Comment les protéger quand il n'y a plus de barrière entre la position de la famille et de soignants? Et inversement, quel doit être l'investissement des soignants et comment les protéger quand il n'y a plus de barrière entre la position professionnelle et personnelle? Je vous remercie et ça valait le coup d'aller jusqu'au bout quand même si on a dépassé de quelques minutes. Et on voit bien que effectivement le maintien à domicile c'est pas si simple. On ne peut pas maintenir à tout prix. Il faut réunir et là vous travaillez en pluridisciplinarité, c'est exemplaire. Hein. L'attention qu'on doit avoir pour le patient bien sûr est prioritaire, mais l'attention qu'on doit avoir pour les soignants afin qu'ils maintiennent leur niveau de compétence et de relation d'aide est là primordial. Je pense qu'il ne faut pas oublier les intervenants dans les travaux que nous réalisons chacun à domicile en l'occurrence, mais au quotidien. Donc on va passer la parole à notre collègue donc Christelle Jouninet qui va nous présenter donc le dispositif du Prado et ensuite par rapport au secteur maternité, éventuellement les limites et les questionnements que cela peut soulever compte tenu des critères d'inclusion que le Prado recommande et nécessite au niveau du cahier des charges, puisque bien sûr il y a un cahier des charges à respecter dans ces dispositifs à mettre en place à la sortie d'hospitalisation. Donc, c'est bon, tu laisses comme ça. Oui, c'est pas grave. Merci, bonsoir à tous. Donc, je suis Christelle Jouninet, sage-femme. J'ai été longtemps hospitalière et maintenant en secteur libéral depuis 5 ans. Et je vais donc vous présenter le Prado en tant qu'intervenante professionnelle de santé dans ce système. Donc le Prado, ou programme d'accompagnement de retour à domicile. Nous allons passer rapidement sur les généralités, c'est-à-dire le définir, voir quels en sont les objectifs, quels sont les domaines médicaux concernés, et je vous apporterai juste quelques chiffres pour que vous ayez une notion du volume en fait que ça peut représenter. Et moi, je vais plus précisément vous parler du Prado en obstétrique, c'est quand même celui que je connais plus précisément. Pourquoi, pour qui, comment, quelles sont les limites et les difficultés rencontrées, et puis quelles sont a priori les tendances pour l'avenir. Donc les généralités, la définition du Prado, c'est un programme qui a été mis en place par l'assurance maladie afin d'accompagner le retour à domicile des patients suite à leur hospitalisation. Il est considéré comme pionnier du parcours de soins coordonnés du patient et il a pour objectif, surtout 2 objectifs, faciliter la transition hôpital-ville et le suivi post-hospitalisation à domicile. L'objectif étant surtout d'améliorer la récupération des patients et favoriser la prise en compte de leurs besoins spécifiques. Il y a donc là un double enjeu de santé publique. Merci. En accompagnant les patients dans leur vie à domicile post-accident de santé et en diminuant, si possible, les réhospitalisations. Les domaines concernés sont avant tout le post-maternité. C'est dans ce domaine que le programme a vu le jour en 2010. Il a été ensuite élargi en post-chirurgie. Il intervient aussi dans l'accompagnement de certaines pathologies chroniques que sont le post-décompensation cardiaque et suite à des épisodes exacerbés de bronchopneumopathie chronique obstructive. Il y a actuellement en cours 2 expérimentations en post-AVC et en post-hospitalisation des personnes de plus de 75 ans. Et ces dispositifs devraient être généralisés avant la fin 2019.
Bon, alors ces quelques chiffres-là, juste pour avoir une notion du volume que ça peut représenter. Au niveau des bénéficiaires du Prado, je vous les ai mis en 2018 en comparaison à 2017. On voit que ça évolue énormément, ça prend de l'ampleur. On a en 2018 543 000 patients qui ont bénéficié de ce service, 454 000 en post-maternité, 69 000 en post-chirurgie et 20 000 en post-pathologie chronique, en sachant que c'est une grosse évolution dans les pathologies chroniques. Les professionnels impliqués dans le Prado, au moins une fois en 2018, 2/3 des cardiologues libéraux, quasiment la moitié des pneumologues libéraux, 1/3 des médecins traitants, 1/3 des infirmiers libéraux, 1/3 des masseurs kinés libéraux et plus de 90% des sages-femmes libérales. Les établissements concernés sont aussi nombreux. En pradopathologie chronique, c'est en cardio quasiment la moitié, un quart en pneumo. En pradochirurgie, on a les 2/3 et en pradomaternité, quasiment tous les établissements sont maintenant concernés. Il en reste 7 qui ne sont pas dedans, je ne sais pas pourquoi. Et je ne sais pas lesquels c'est. Alors, le prado en obstétrique, pour qui ? Eh bien, avant tout, normalement, les patientes, les parents qui le souhaitent, ça reste un choix. Et deuxièmement, critère indispensable, il faut que ce soit des couples mère-enfant qui répondent aux critères d'inclusion au programme, c'est-à-dire des couples mère-enfant qui sont considérés à bas risque médical, psychique et social. Pourquoi ? On l'a dit tout à l'heure, c'est en fait l'idée d'accompagner ce couple mère-enfant, on peut même élargir aux parents-enfants, à la suite de la sortie de la maternité, réaliser un diagnostic et indiquer une stratégie de prise en charge si besoin. Comment ça se passe concrètement ? Alors on peut distinguer, nous, en obstétrique, deux parcours. Il y a un prado standard et un prado précoce. C'est simplement par rapport à une durée d'hospitalisation. On est en prado standard si on sort au-delà de 72 heures après son accouchement, si on a accouché par voie basse, une sortie au-delà de 96 heures si on a eu un accouchement par césarienne, et on est considéré en précoce si on est avant 72 heures en voie basse et avant 96 heures par césarienne. Et en général, en moyenne, on a 2 à 3 visites à domicile. Alors ça, c'est grossièrement l'organigramme qui est présenté par l'assurance maladie. En synthèse, ça veut dire choix des parents plus éligibilité, sortie du couple mère-enfant, visite ensuite de la sage-femme à domicile. Selon la durée de l'hospitalisation, on va passer dans les 24 heures, en général 48 heures après la sortie. On va faire l'examen maman, etc., l'évaluation des besoins. À partir de là, on va établir le protocole. Est-ce qu'il y a une pathologie, est-ce qu'il n'y en a pas? S'il n'y a pas de pathologie, on peut proposer une nouvelle visite. S'il y a une pathologie dépistée, à ce moment-là, soit c'est dans le champ de compétences de la sage-femme et on va prendre en charge, on va organiser à nouveau la suite des visites à domicile selon les besoins. Si on dépiste une pathologie qui n'est pas dans notre compétence, à ce moment-là, notre travail, c'est évidemment de réorienter les patients. Alors en fonction de la pathologie, ça va être soit des médecins de ville, ça peut être gynéco-obstétricien, ça peut être pédiatre, ça peut être médecin traitant, ou alors ça peut être une réhospitalisation. En pratique, en anténatal, il va y avoir une information des patientes sur ce système Prado. L'information, elle peut passer par les médecins, les sages-femmes, la maternité, l'assurance maladie. Lors de l'hospitalisation, il va être émis un souhait de la patiente de participer à ce programme, de pouvoir en bénéficier. Les critères d'éligibilité vont être vus par l'équipe soignante. Si c'est oui, des deux côtés, il va y avoir une inscription au Prado et c'est un conseiller de l'assurance maladie qui va passer voir les patientes et organiser les choses dans le sens où il va informer une sage-femme. Alors pour l'instant, c'est le choix de la patiente. La sage-femme, soit elle en connaît une, elle en a vu une en anténatal. On va voir à ce moment-là une continuité des soins avec la même sage-femme. On respecte le choix de la patiente. Ou si elle n'en a pas vu, et on va prendre la sage-femme de son secteur géographique.
Si on est dans le cadre d'une sortie précoce, on va avoir, en plus d'organiser par le conseiller de l'assurance maladie, la première visite pédiatrique chez le médecin traitant ou pédiatre. La sage-femme qui aura été informée va renvoyer un message au conseiller pour lui dire oui, non, je prends pas. Et ensuite en postnatal, donc elle organise les visites en communication directe avec la patiente. Et ensuite, il y aura aussi un retour des patientes demandé par l'assurance maladie pour évaluer l'intérêt, le bien fondé de ce système. Les limites et les problématiques du Prado, je pense qu'il y a des limites, évidemment, au niveau des critères d'inclusion. On peut se poser la question de quel parcours des couples mère-enfant qui ne répondent pas aux critères d'éligibilité, bien évidemment. Dans ce cas-là, on peut avoir un séjour hospitalier prolongé. On va pouvoir s'adresser à d'autres systèmes de prise en charge que sont la PMI, protection maternelle et infantile, des visites médicales qui peuvent aussi se faire par les sages-femmes en dehors du cadre du Prado, bien sûr, ou rien. Il peut y avoir tout à fait un choix de la patiente qui ne souhaite pas avoir des visites à domicile, ce sera respecté. Les limites de choix, donc refus de la patiente, on peut quand même s'interroger parfois sur le respect sincère de ce choix et les limites liées aux soignants, les maternités non incluses ou non incluses dans le Prado précoce, la limite de disponibilité des sages-femmes, il y a peu ou pas d'anticipation possible parce que évidemment on est prévenu de la sortie la veille ou l'avant-veille, il faut que nous puissions intégrer un temps non négligeable de visite dans une journée de consultation qui est déjà programmée. Il peut y avoir aussi des limites techniques. On a des outils de dépistage à avoir si les sorties sont précoces. Et le problème peut se poser au niveau de la couverture géographique des soignants sur tout le territoire pour un travail en réseau possible et efficace dans l'intérêt de tous. Donc, quid des déserts médicaux. Dernière diapo, je suis dans les temps. Quelle tendance pour l'avenir ? On sent bien venir une réorientation vers des sorties Prado précoces. Donc pour mémoire, c'est vraiment un temps de séjour assez court des patientes qui ont accouché, assez court, des couples mère-enfant, à qui profitent les sorties précoces, aux organismes d'assurance maladie probablement, aux familles quand même, parce que le fait de se retrouver dans son cadre de vie plus vite est souvent aussi une demande, et c'est très apprécié au niveau des retours des familles. Il s'agit là quand même d'un choix de société, politique et économique. Oui, mais dans quelles conditions ? Il faut assurer la sécurité de ce choix. Nous, par exemple, dans notre système de Prado précoce, on se retrouve confronté à des difficultés de dépistage, par exemple de l'ictère néonatal, qui peut nécessiter du matériel très coûteux et un acheminement du Guthrie. Le Guthrie, c'est un test aussi de dépistage néonatal qui est un prélèvement sanguin que l'on doit acheminer au laboratoire. Ça se fait tout simplement par la poste. Et donc, j'ai appris il n'y a pas longtemps qu'il y a des prélèvements qui, parfois, n'arrivent pas. Donc, ça peut être très compliqué. Il faut être très vigilant et s'assurer qu'il y ait un réel pointage et qu'aucun enfant ne passe à côté de ce dépistage qui est primordial. Donc, voilà. Je pense que les questions aussi qu'on peut se poser, c'est peut-on évaluer un temps de séjour idéal, respect sincère du choix des patients en assurant la sécurité des soins et leurs besoins spécifiques. Je vous remercie. Merci beaucoup Christelle. On voit bien la difficulté de respecter nos critères et les axes de l'éthique biomédicale dans le soin à domicile pour les sorties précoces de maternité, d'un point de vue territorial, d'un point de vue humain, d'un point de vue outil. Il faut être et rester juste, donc parfois, peut-être que dans certaines conditions, on n'est pas plus mal à la maternité. Mais bon, ça semble être un outil particulièrement apprécié, en tout cas des familles. Donc maintenant, dernière intervention d'Estelle Travers qui va nous présenter sans trop tarder le dispositif de l'ADMR, le dispositif d'accompagnement des personnes et des familles, de leur entourage et des proches
au domicile et le lien avec les différents autres dispositifs, puisque c'est vous qui intervenez en dernier, vous avez la possibilité aussi de faire le lien, puisque vous connaissez déjà les autres intervenants avec lesquels vous travaillez dans vos activités. On voit là tout un tas de réseaux et des partages nécessaires d'informations, voire de communication de données par rapport à la santé des personnes. La loi de modernisation du système de santé de 2016 nous permet heureusement de décloisonner un peu le médical et le social, hein. Néanmoins, le partage d'informations reste toujours assez délicat et jusqu'où on va. Donc au niveau de votre organisation, merci, et de nous poser les questions qui, à mon avis, peuvent également se présenter dans vos dispositifs par rapport au maintien des personnes dans leur milieu de vie intime et personnel. Merci, bonjour à tous. Bon ben voilà, je suis la dernière intervenante, donc courage à vous. Je vous soutiens, je suis psychologiquement avec vous. Je vais commencer comme Loni tout à l'heure, mais je vais commencer par la question inverse. C'est qui est-ce qui connaît le réseau ADMR dans la salle? Pareil, si, peut-être un peu plus qu'une moitié. Oubliez tout ce que vous savez en fait, s'il vous plaît. Non, je rigole, mais ça va être un petit peu ça. Je vais vous faire une présentation assez rapide de l'ADMR, juste quelques éléments au niveau national, après au niveau local. Ce qui va surtout nous intéresser, je pense, c'est tout ce qui va être un petit peu nouveau au sein du réseau, et notamment des dispositifs de coordination et tout l'axe prévention, alors qui va être assez ciblé senior, mais qui pour autant, va poser des questions, mais qui est aussi une réponse ou une tentative de réponse aux problématiques du maintien à domicile et je dirais l'expérience de notre réseau concernant le maintien à domicile des différents publics. Donc ADMR, service d'aide et d'accompagnement à domicile, réseau associatif, je ne sais pas si c'était connu pour tout le monde, créé à la fin de la guerre et qui s'appuie sur 4 valeurs que sont la proximité, la citoyenneté, le respect de la personne et l'universalité. 4 valeurs assez fortes. Au niveau départemental, sans vous assommer de chiffres, c'est une 50aine d'associations locales qui rendent le service sur l'ensemble du territoire du Calvados, une fédération départementale, et on est sous tutelle du conseil départemental. C'est-à-dire que, là je pense que vous êtes tous sous tutelle de l'ARS, la plupart des intervenants que j'ai entendus, et là effectivement on est sous une tutelle différente. Donc voilà, quelques chiffres pour vous donner un petit peu la dimension quand même du réseau. 1800 salariés sur l'ensemble du territoire du Calvados, avec effectivement des salariés qui travaillent en local et qui travaillent en proximité des personnes. Après voilà, ça reste des chiffres effectivement qui vont concerner le nombre de personnes, peut-être 11 500 personnes accompagnées sur l'année 2018. Alors des activités qui sont regroupées en 4 pôles de services. L'enfance et la parentalité, l'accompagnement du handicap, les services et les soins aux seniors et l'entretien du logement, l'entretien de la maison. Donc ça, ce sont les 4 pôles de services définis au niveau national et ça se décline de façon territoriale sur chaque département de façon différente parce qu'on travaille effectivement sous une tutelle qui a un périmètre départemental. Sur le réseau ADMR du Calvados, l'entretien du cadre de vie, peu de personnes le savent, mais on intervient pas uniquement auprès de publics fragilisés, on intervient aussi auprès des publics qui sont non fragilisés, donc pour ce qu'on appelle des prestations de confort, et puis on a une activité de jardinage. Une activité qui est moins connue parce que souvent l'ADMR est assez identifié sur des publics de personnes âgées, c'est le domaine de l'enfance et de la parentalité. Donc ça va faire aussi un petit peu le lien avec l'intervenante précédente. On propose un accompagnement dans la vie à domicile par le biais soit d'auxiliaires de vie ou soit ce qu'on appelle les techniciennes de l'intervention sociale et familiale, qui sont des professionnels qui interviennent beaucoup dans le champ de ce qu'on appelle le soutien à la parentalité. Et aussi sur les publics, on va dire un petit peu fragilisés, qui bénéficient de ce qu'on appelle l'aide sociale à l'enfance. Donc voilà, des publics avec des problématiques assez importantes en termes de parentalité. Pour information, sur le Calvados, on est gestionnaire d'une halte garderie itinérante, d'une garderie périscolaire, d'une structure multi-accueil pour les jeunes enfants, et aussi on est gestionnaire de relais assistantes maternelles. Donc voilà, c'est vrai que ce sont des activités qui ne sont pas forcément très connues.
Alors, on va arriver un peu plus dans le vif du sujet. Donc, accompagnement du handicap et services et soins aux seniors. Et là, on va développer les mêmes gammes de services. Ce sont des publics sur lesquels on va avoir une gamme de services qui va être relativement identique. Donc, un service de portage de repas sur le territoire du Calvados. Donc, des associations, donc des SAD, qui assurent des prestations d'accompagnement pour ce qu'on appelle les activités de la vie courante et aussi les activités de la vie quotidienne. Tout ce qui va faire qu'effectivement une personne, après que vous ayez soigné la personne, puisse rester à domicile ou rentrer à son domicile. On est aussi co-gestionnaire de SIAD, donc voilà, on en a 6 sur le département du Calvados, dont 4 sont l'expérimentation SPASAD. Je ne sais pas si ça vous parle, le SPASAD. Donc le SPASAD, c'est le service polyvalent d'aide et de soins à domicile. Par le biais de conventions, on a des SIAD et des SAD qui mettent en place une organisation coordonnée pour les patients qu'ils prennent en charge en commun. Et donc, effectivement, pour ces patients-là, on va avoir des réunions de coordination régulières entre les infirmières coordinatrices des SIAD et les responsables des SAD. On va avoir des visites d'évaluation en commun. On va imaginer passer des relais quand le SIAD va se retirer de la situation ou, effectivement, quand le SAD commence à être en difficulté, passer un relais ou demander au SIAD d'intervenir en complément des interventions. Donc, on est sur une intervention. Alors, nous, on fonctionne par le biais de conventions, mais sur un fonctionnement coordonné des différents services. Donc, comme vous le disiez, le décloisonnement entre le soin et le médico-social. Alors, du coup, sur le réseau ADMR du Calvados, on va avoir une particularité, c'est que on intervient maintenant depuis plus de 60 ans auprès d'un public de personnes âgées, et on connaît aujourd'hui bien les limites du maintien à domicile, ce qui fait qu'un maintien à domicile peut réussir ou peut être un échec, et que les leviers ils sont parfois très difficiles à mobiliser. L'idée, et la loi d'adaptation de la société du vieillissement nous y invite, c'est de passer d'une logique de compensation de la perte d'autonomie à une logique de prévention. Et non plus de réfléchir et de voir la personne par rapport à ses incapacités, mais plutôt de réussir à mobiliser ses capacités et faire en sorte de la maintenir dans son autonomie. Donc on a créé en début d'année 2018 un pôle prévention, donc pour les publics de plus de 60 ans. Donc voilà, créé, comme je vous le disais, à partir des constats de terrain et dans un but de maintien de l'autonomie des personnes et dans le respect de leurs choix. Ce pôle prévention, il est composé de professionnels qui ont des profils très différents. L'idée, je vous en parlerai après, c'est de répondre à des axes et à des enjeux de maintien à domicile qui peuvent être vraiment très divers et très variés. Dans le domicile, on prend en charge et on accompagne dans ce qu'on appelle la vie quotidienne. Et donc la vie quotidienne, comme la vie de tout un chacun, d'une personne qu'elle soit malade ou qu'elle ne le soit pas, elle revêt un certain nombre de champs qui sont indispensables à faire en sorte qu'une personne elle soit prise dans sa globalité. Ça va être la même chose pour une personne qui est en perte d'autonomie ou qui a une pathologie particulière. Alors, on a ce qu'on appelle des animatrices Mona Lisa. Je ne sais pas si vous connaissez Mona Lisa. Non. Mona Lisa, c'est la mobilisation nationale. Je vous pose plein de questions, en fait. Mona Lisa, c'est la mobilisation nationale contre l'isolement des personnes âgées. Ces 2 personnes vont avoir pour mission de travailler sur la problématique de l'isolement relationnel, parce qu'aujourd'hui, il est reconnu que la problématique de l'isolement, c'est un facteur aggravant de la perte d'autonomie. Donc voilà, 2 animatrices Mona Lisa. On a 2 ergothérapeutes au sein du pôle qui font de l'évaluation à domicile pour la mise en place d'aides techniques afin de favoriser l'autonomie des personnes. On a ce qu'on a appelé des facilitatrices de parcours de la personne âgée. Je vous montrerai un petit peu plus loin quelles sont leurs missions. Sachant qu'elles ont des profils très différents. On a une personne qui est de profil infirmier, une personne qui est de profil assistante sociale et une personne qui est notre spécialiste du maintien à domicile. Un référent sorti d'hospitalisation pour faciliter la transition entre la ville et l'hôpital pour l'ensemble des bénéficiaires. Et on complétera bientôt l'équipe par la compétence d'un diététicien. Alors juste pour vous montrer, excusez-moi, je vais ressortir très rapidement de ça et vous montrer celui-ci.
Non, c'est pas ça. Voilà. Très clairement, enfin voilà, ça c'est le triptyque qu'on a mis en place sur le pôle. Ça va vous donner les missions principales de chacun des professionnels. Voilà, chacun dans son domaine. Donc sur le référent sortie d'hospitalisation, un petit focus sur le partenariat avec le CHU, qui est en train de mettre en place un annuaire des services. Et effectivement, la difficulté pour les soignants à l'hôpital, quand on connaît l'organisation de l'ADMR, c'est que quand il y a 50 associations, en fonction du lieu d'habitation de la personne qui est hospitalisée, il fallait savoir à quelle association est accompagnée la personne et à quel moment elle était ouverte pour pouvoir les contacter. Là, l'idée, c'est qu'on a une porte d'entrée unique. Donc voilà, donc sur référence sortie d'hospitalisation, donc préparation des retours avec les services de soins et avec les services sociaux, évaluation, orientation et accompagnement des démarches. Voilà, je ne vais pas tout vous lire. En 5 minutes, je ne vais pas tout vous lire, mais si vous souhaitez, vous aurez le support de toute façon, je suppose, qui vous sera envoyé sans problème. Donc voilà, donc les enjeux du pôle prévention aujourd'hui, effectivement, avec ces différents professionnels, c'est d'essayer d'évaluer et de proposer des solutions individualisées pour chacune des personnes qui vont être rencontrées au sein du pôle prévention. Donc ça part effectivement d'un enjeu d'accompagnement sur la problématique de l'isolement relationnel, par la mise en place d'aides techniques adaptées au domicile par le biais des ergothérapeutes. L'évaluation, donc ça c'est principalement les facilitatrices de parcours qui vont faire l'évaluation des fragilités et l'accompagnement à la mobilisation des droits des personnes, parce qu'aujourd'hui il y a un renoncement aux droits qui se fait souvent par méconnaissance. Les ruptures de parcours, donc notamment les hospitalisations, la prise en compte des aidants et de leurs besoins. C'est vrai qu'on s'est beaucoup focalisé sur les personnes aidées et non pas leurs accompagnants, mais pour autant aujourd'hui, que ce soit les aidants, les proches aidants ou les aidants professionnels, il y a des besoins d'accompagnement très importants. Et effectivement, les problématiques liées à la nutrition en tant qu'enjeu de bien-être et aussi en tant qu'enjeu de santé. Donc l'idée vraiment, avec ces différents professionnels, c'est d'avoir une photographie de la personne, vraiment pour pouvoir l'accompagner au mieux et lui proposer le plus possible des solutions en amont. Le choix qui a été fait, c'est de faire en sorte qu'aujourd'hui, l'ensemble de ces évaluations au domicile est gratuite, sont gratuites. Elles sont ouvertes à tous les seniors, qu'ils soient ou non accompagnés par le réseau ADMR, et sur tout le territoire du Calvados. L'idée, c'est vraiment un principe d'équité pour faire en sorte que chacune des personnes puisse bénéficier de cette évaluation. Alors, sur les limites du maintien à domicile, voilà, 2 points sur lesquels je voulais effectivement sensibiliser. C'est qu'aujourd'hui, on nous parle effectivement du maintien à domicile comme le souhait de beaucoup de personnes âgées, de la majorité des personnes âgées. Sauf qu'aujourd'hui, quand un individu il fait le choix d'un maintien à domicile, il y a des conséquences qui peuvent être positives pour lui, comme qui peuvent être négatives. Et il faut qu'il soit conscient, et c'est notre rôle, de pouvoir lui exprimer quels vont être les impacts et les possibilités liées à son maintien à domicile. Donc voilà. Il y a notamment, je ne sais pas si vous connaissez les centres locaux d'information et de coordination, les CLIC, qui font tous les ans une journée d'études thématiques sur ce qu'ils appellent le droit au choix, droit au risque. Voilà. Et là, clairement, on est sur un maintien à domicile, sur le fait de se véhiculer à 90 ans avec certaines pathologies. Enfin voilà, c'est toujours, quand on fait un choix, on prend un risque. Donc voilà, je vous ai noté une petite citation. Moi, j'ai pas une bibliothèque aussi importante que Monsieur Ennuyé, parce que j'en ai appris plein depuis tout à l'heure. Mais voilà, une petite citation qui vous fera peut-être réfléchir, mais c'est de dire que voilà, choisir, c'est renoncer, Monsieur André Gide. Et donc, vous avez 2 heures, si vous avez un papier et un stylo, pour pouvoir disserter dessus. Et juste de dire qu'on n'est pas aussi tous égaux pour assumer ce choix du maintien à domicile, ne serait-ce que pour des raisons financières, pour des raisons de lieu de vie, de couverture territoriale et de politique publique.
Quelques exemples de limites du maintien à domicile pour terminer, et il y en aurait bien plus. Aujourd'hui, la méconnaissance des droits et des aides qui font que je peux être accompagnée dans ma vie quotidienne. Voilà. J'ai été à l'hôpital, je suis soignée ou j'ai un traitement, mais dans ma vie quotidienne, qui est-ce qui peut m'aider? Comment est-ce que je peux être accompagnée et à quoi j'ai droit? Après, quand on connaît ses droits, ce qu'il y a aussi souvent, c'est le renoncement à la mobilisation des aides, et notamment pour des raisons financières. Parce qu'aujourd'hui, les aides à la vie quotidienne, il y a un reste à charge. Voilà, il faut le savoir, tout le monde ne le sait pas, mais à partir du moment où il y a un reste à charge, le reste à charge, il est plus ou moins tolérable pour certaines personnes ou non. Le manque d'anticipation, la perte d'autonomie, j'en ai entendu parler tout à l'heure, mais effectivement, qui a envie de se poser la question de demain, je serai peut-être en perte d'autonomie? Peu de personnes. Sauf que si on n'anticipe pas, eh bien effectivement, on se retrouve très souvent dans des situations d'urgence, là où on aurait pu prévenir les choses et avoir un accompagnement de meilleure qualité. Donc le déni et la problématique de l'accompagnement. L'influence de l'entourage dans les choix. Parce que voilà, quand on est une personne, on peut faire un choix, mais parfois notre entourage peut aussi nous influencer. Et nous influencer pour renoncer à ce choix ou pour le réorienter. Un point très important sur le maintien à domicile, c'est la présence et le rôle des aidants. Aujourd'hui, il y a une charge physique, psychologique qui repose sur les aidants de façon très très importante. Et accompagner les aidants, c'est accompagner les personnes aidées, c'est mieux accompagner les personnes aidées, et si on accompagne mieux les aidants, du coup, les personnes aidées peuvent rester plus longtemps chez elles. Alors, il est mal apparu, mais la répartition des ressources en professionnels sur le territoire. Aujourd'hui, si j'habite Aulnay-sur-Odon ou si j'habite Caen, j'ai pas les mêmes ressources pour pouvoir continuer à vivre chez moi. Ou en tout cas, si j'ai des ressources, ce serait pas forcément dans les mêmes conditions. Se pose une grande question concernant le maintien à domicile, c'est les personnes qui ont des troubles cognitifs. Voilà. Aujourd'hui, ces personnes-là, pour 80% d'entre elles, si ce n'est plus, elles ne sont pas sous mesure de protection, parce qu'aujourd'hui, c'est pas possible de toutes les mettre sous mesure de protection. Pour autant, dans les choix qu'ils expriment, jusqu'où doit-on en tenir compte? Comment? Et avec qui? Et enfin, pour reprendre aussi, ça va faire écho à l'exemple de mes collègues, le respect des choix qui représentent un risque pour la santé, soit de la personne accompagnée elle-même, pour celle de son aidant et pour celle des aidants professionnels. Voilà à peu près les limites du domicile. J'en rajouterai un quand même, mais je pense qu'il va vous parler à tous. C'est le glissement des tâches qu'on rencontre lors du maintien à domicile dans les différents professionnels. Voilà. Une aide à la toilette, c'est dans la nomenclature des actes infirmiers. Et aujourd'hui, une aide à la toilette, c'est très souvent délégué au SIAD, voire parfois au service d'aide à domicile. Voilà, donc ça, tout dépend de la nature de l'aide à la toilette aussi, mais ça pose des questions. Et puis, en termes de bientraitance, de bienveillance, c'est les temps qui sont financés au chevet de l'usager pour les professionnels. Quand on nous dit qu'on a une demi-heure pour faire une aide à la toilette et une préparation de petit déjeuner, eh ben, il faut espérer que l'usager il soit bien réveillé quand on arrive à 8h et puis il soit prêt pour qu'on ait temps en une demi-heure de faire ça. Donc voilà, ça pose beaucoup de questions. Merci pour votre écoute. Le temps a tourné. Il va nous rester juste le temps de peut-être une ou deux questions ou interventions. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir fait rentrer chez le patient à travers les situations cliniques, d'une part, complexes, on n'en doutait pas, de nous avoir fait percevoir le tourbillon, j'ai envie de dire, du maillage qui peut être proposé. En tout cas, moi, je suis hospitalier, qui peut expliquer maintenant pourquoi on arrive à diminuer la DMS. On avait bien compris que derrière, il se passait des tas de choses, mais souvent on dit oui, il faudrait voir, il doit bien y avoir des aides à domicile. Point de suspension. Donc là, on y voit un petit peu plus clair. En tout cas, merci beaucoup. Peut-être une intervention, une question. J'ai entendu qu'il fallait aider les aidants. J'ai entendu qu'il fallait prendre soin de des soignants.
réserver le mot de la fin pour Narumi. Bonjour. Moi, je voudrais revenir sur la dernière intervention. Vous avez parlé des limites du maintien à domicile. Toutefois, vous n'avez pas du tout envisagé la position des intervenants, c'est-à-dire au niveau du recrutement des intervenants, leurs conditions de travail, entre autres, et puis leurs compétences. Et je m'exprime parce que j'ai eu ces dernières années, j'ai été aidant, et j'ai vraiment vécu des situations complexes, difficiles, au niveau de la compétence de ces personnes qui intervenaient. Il fonctionne sur la... Oui, si, d'accord. Oui, effectivement, sous l'angle... alors là, sauf si j'avais mal compris, mais là que c'était quand même plutôt effectivement le patient et l'usager. Ceci étant dit, effectivement, il faut qu'il y ait au domicile des professionnels en compétences pour pouvoir accompagner. Et là-dessus, je dirais qu'on est comme dans toute entreprise et toute structure. On a effectivement des personnes qui font très très bien leur travail. La politique de formation sur le maintien à domicile, le champ d'intervention d'une intervenante à domicile est tellement vaste qu'aujourd'hui, pouvoir former l'ensemble de nos salariés, quand je parle de 1800 salariés sur le département, c'est 1800 salariés en personne physique. Aujourd'hui, voilà, les thèmes de formation qui sont, par exemple, dispensés au sein, alors je parle pour la DMR, au sein du catalogue de formation, on a 10 formations différentes, entre des formations techniques sur l'aide à la toilette, sur effectivement l'aide à la mobilité et au transfert, des formations sur la bientraitance, maltraitance, sur l'équilibre alimentaire, sur la prise en charge des personnes atteintes des maladies d'Alzheimer. Le champ, il est tellement vaste que clairement, 1800 salariés à former sur chacun de ces thèmes tous les ans, c'est juste impossible. Donc effectivement, on a des axes très très importants. Moi, je vous inviterai à lire le rapport Libaud qui vient d'être remis à Agnès Buzyn, qui fait quand même écho. Donc on entend souvent parler du mal-être des soignants en EHPAD, des difficultés de recrutement et du manque de valorisation des professionnels dans le secteur du soin. Je vais vous donner un exemple, enfin dans le secteur de l'accompagnement à domicile. Je vais vous donner un exemple tout simple. Aujourd'hui, une salariée qui est diplômée, donc une intervenante à domicile, on a un diplôme qu'on appelle le titre assistante de vie aux familles. Ça leur permet dans notre convention collective d'être classée dans la grille B, qui n'est pas la grille la plus basse, la grille B, mais qui est au-dessus de la grille A. Aujourd'hui, le SMIC a tellement augmenté que pour pouvoir être payé au SMIC en grille B, il faut avoir 10 années d'ancienneté. Voilà, quand je vous parle de problématiques de valorisation de nos salariés, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, et le SMIC réaugmentera très certainement au mois de janvier de l'année 2020, et ben voilà, les pouvoirs publics ne nous redescendent pas et ne nous donnent pas les moyens de faire évoluer financièrement nos salariés pour pouvoir reconnaître le travail qu'elles font à domicile. Et ce sont des salariés qui sont diplômés. Voilà, c'est une problématique parmi tant d'autres qui fait aussi qu'on voilà, a du mal à attirer des professionnels pour travailler au domicile et qu'effectivement, il peut y avoir aussi pour elles de l'épuisement à prendre en charge des situations complexes. C'est aussi le sens de la création de ce pôle prévention, parce que quand un ergothérapeute va faire une évaluation et permet effectivement de mettre en place des aides techniques au domicile, ça favorise l'autonomie des personnes, certes, mais ça aussi aide et accompagne dans les conditions de travail de nos professionnels. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Plus ou moins. Promis, c'est une petite question avec une petite réponse. Maud Pénel, je suis responsable, je suis IDEC d'un SIAD dans la Manche. Ces problématiques, oui, de compétences, je suis désolée, on peut les voir, mais il n'y a pas de jugement là-dedans. J'ai peut-être une petite solution. Donc vous avez parlé de SPASAD. Un SPASAD, c'est des conventions entre... Est-ce que le SIAD en fait partie? Parce qu'un SIAD n'embauche que des aides-soignantes formées. Moi, c'est juste un projet, peut-être qu'on ne le fera jamais, ce SPASAD, mais je travaille évidemment avec mes collègues aides-soignantes, avec plein d'auxiliaires de vie, notamment la DMR. Et parfois, je me propose humblement et bénévolement, dans un esprit d'équipe, d'aller montrer, de faire des binômes de formation moi-même. Est-ce que vous avez pensé à contacter les IDEC de SIAD pour voir si elles pouvaient, sur des situations qui le nécessitent,
où l'ADMR et le SIAD interviennent, à ce qu'il y ait une complémentarité de conseils professionnels, techniques ou autres. Oui, on le fait. On le fait, c'est d'ailleurs l'enjeu dans l'espace SAD. On a des formations communes entre aides-soignantes et auxiliaires de vie pour pouvoir effectivement avoir le même niveau d'information et le même accompagnement. Donc ça, ce sont des choses qui sont déjà réalisées, effectivement. C'est le but aussi des ergothérapeutes. Voilà. Aujourd'hui, je ne suis pas rentrée dans le détail, mais quand ils vont mettre en place des aides techniques, on leur demande de former les aidants des personnes qui vont utiliser ces aides techniques. On va leur demander de former la personne aidée à l'utilisation de la technique, mais aussi les professionnels qui sont autour de la situation. Donc oui, ça, effectivement, c'est des situations qui sont tout à fait possibles. Et effectivement, dans le cadre du SPASAD, on est bien en convention entre le SIAD et les SAD, le ou les SAD. Bernard, demain c'est férié, on a un peu de temps pour lire. Est-ce qu'on aurait encore 2-3 noms de bouquins? Mon train m'attendra. Alors là, je vais réagir assez vivement parce que c'est mon métier. Voilà. Je vous ai pas dit ce matin, ça fait 50 ans que je suis dans le secteur de la vieillesse qui va mal. Donc je suis vieux. Et vieux, c'est pas une insulte. Voilà. Moi, j'aime bien. Ma deuxième fille me dit, papa, t'es vieux. Pourquoi tu travailles tant? Voilà. C'est parce que j'aime ça. C'est du vice. Et donc, j'étais directeur d'un service d'aide et de soins pendant 35 ans. Et on a été un des premiers SPASAD avant la lettre. On a créé notre service de soins en 1981. Et je me souviens avoir écrit le premier article sur les limites du maintien à domicile en 1983. Voilà. Alors, je voudrais dire 2-3 choses là-dessus. D'abord, je voudrais quand même, peut-être vous n'avez pas insisté, l'essentiel alors, le domicile est la doctrine française des politiques publiques depuis 1962, notamment depuis le rapport Larocque. Et la complexité dont vous parliez, elle a été essentiellement créée par le bordel des politiques publiques. Je suis désolé, ça a été écrit par tout le monde. Aujourd'hui, la complexité dans laquelle personne ne s'y retrouve, les PTA étant le dernier avatar, moi j'étais coordonnateur en 1981. Les premiers coordonnateurs sont créés par la gauche en 1981. Mais si vous lisez le rapport Larocque en 62 dit il y a déjà tellement de structures qu'il faut des coordonnateurs. Or, on n'a pas arrêté de multiplier les structures. Je vous passe, on a parlé des coordonnateurs de 81. On s'est aperçu qu'il fallait mettre d'abord des instances parce que les coordonnateurs, on les a nommés par le haut. Alors, bien sûr, ils se sont fait jeter. On a fait des instances de coordination. Après, on a créé les clics en 2000. Après, il y a les Mayas qui sont arrivés. Les Mayas ont changé de nom, les Mayas ont changé de fonction alors qu'elles ont gardé le même nom. Comme c'est intelligent, les maisons d'accueil d'intégration pour les malades d'Alzheimer sont devenues des méthodes d'action pour l'intégration dans le champ d'autonomie des services d'aide et de soins. Plus compliqué, camarade, tu meurs. Voilà. Donc aujourd'hui, quand on parle de Maya, les gens ne savent pas de quoi on parle. C'est tout. Il y a un rapport de la CNSA l'an dernier qui dit est-ce qu'on parle de la Maya ancienne mode? Est-ce qu'on parle de la nouvelle Maya? Est-ce qu'on parle de la structure qui supporte la Maya? Bonjour. Rapport de la CNSA. Bon. Donc, le bordel du maintien à domicile, c'est une non-volonté des politiques publiques. Et ça, c'est pas Bernard Hennuyer qui dit ça, c'est la Cour des comptes. La Cour des comptes a fait plusieurs rapports vraiment au vitriol. 2005, les personnes âgées dépendantes. 2016, le maintien à domicile est illisible et il n'est pas financé. Je peux pas dire mieux. Et je suis désolé pour Estelle, mais le rapport Libaud, c'est une hypocrisie majeure. Le rapport Libaud, je connais très bien, c'est ma copine, c'est Alice Casagrande qui a fait le rapport sur le personnel. Je connais bien Alice, qui est une philosophe bien connue des gens de l'éthique. Quand vous regardez, allez regarder le financement des 175 mesures de Libaud. Vous apercevez que le domicile, il y a 500 millions et que les EHPAD, il y a environ 10 fois plus. Les politiques publiques, et ça c'est pas du ennuyer, mais c'est des notoriétés publiques, les politiques publiques aujourd'hui en France, indépendamment du discours, financent plutôt l'EHPAD que le domicile. Et je défie quiconque de me dire le contraire. Regardez les financements du rapport Libaud, 9 milliards dans les 10 ans qui viennent, et vous regardez que l'EHPAD tire la majeure partie des marrons du feu. Alors, ma réflexion sur le rapport Libaud, c'était en lien avec la valorisation des métiers et pas du tout en lien... Parce que, effectivement, il y a un gros manque au niveau du rapport Libaud sur le maintien à domicile, c'est une évidence. Et d'ailleurs, il y a un tel manque que la CNSA vient de faire un article récent, Marianne Monchamp, que j'aime bien par ailleurs, qui est la présidente de la CNSA, qui est une des seules politiques qui s'est intéressée à ce problème. Elle vient de faire une correction au rapport Libaud en disant il faut vraiment sauver le maintien à domicile actuellement. Et ce que vous n'avez peut-être pas suffisamment dit, c'est que l'essentiel du travail, ça rejoint ce que disait madame, elle est faite par les familles aujourd'hui.
Hein, quand vous regardez ce qu'on appelle les aidants, aussi bien dans le domaine des gens plus jeunes que des gens plus âgés, 80% de l'aide qui est apportée au domicile est apportée par les familles, et plus particulièrement par les femmes, par les conjointes, par les filles, par les belles-filles et par les petites-filles. C'est les chiffres de l'adresse, hein, c'est pas les chiffres d'ennuyés. Alors j'ai gueulé sur les statistiques tout à l'heure, quelquefois elles nous sont bien utiles quand elles sont bien faites. L'adresse dit, quand il y a 1 heure d'aide professionnelle, il y a 3, 4, 5 fois plus d'heures de présence et de travail des familles. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si le domicile fonctionne relativement bien en France, ça se fait au propre et au figuré sur le dos des femmes. Je défie quiconque de me dire le contraire. Mes copains économistes ont calculé que la somme remise en jeu par le travail des femmes était autour de 15 milliards. Je vous rappelle que le financement de la dépendance, c'est 25 milliards. Ça veut dire que les femmes fournissent une main-d'œuvre corvéable. Hein. On est sur la question économique et on en discutait avec mon voisin. Quand vous regardez le rapport Larocque de 62, il est très ambigu. Économiquement et humainement, c'est la meilleure solution de laisser les gens chez eux. Mais économique vient avant humainement, 1962. Voilà. Donc, un système extrêmement complexe, des professionnels qui sont méprisés profondément. J'ai entendu il n'y a pas si longtemps ça une ministre, Laurence Rossignol, dire « c'est pas la peine de former les femmes ». Elles ont trouvé quasiment dans leur berceau comment il fallait faire pour s'occuper des gens qui vont pas bien. Mais non, mais vous entendez ça du ministre, hein ? Mais je peux les accumuler, hein, ce que j'ai entendu. Ça veut dire qu'une aide à domicile aujourd'hui, elle est fondamentalement méprisée, ce que tu as très bien dit, convention collective de branche, les échelons ont été rattrapés. Je connais ça depuis que j'étais directeur, depuis 78, je connais ça. Aujourd'hui, ça continue. Moins de 20% des aides à domicile ont le diplôme d'état d'accompagnement éducatif et social, parce que les départements nous disent dans les services, sortez-moi les catégories C parce qu'elles me coûtent trop cher. Voilà, c'est ce que disent les départements. Les SPASAD, c'est l'horreur. Vous avez un double financement du SPASAD où l'ARS vous dit quelque chose et le département vous dit le contraire. Mais non, mais moi je tire à vue là-dessus, mais c'est quelque chose que je connais malheureusement trop bien. Quand est-ce qu'on aura un gouvernement qui décidera, comme on a cité tout à l'heure le Danemark, les pays scandinaves ont fait une vraie politique publique. Ils ont fait un moratoire sur les EHPAD. Ils ont fait une vraie politique. Les pays scandinaves, nous on dépense 1,2 de PIB, les Scandinaves, ils dépensent 2,5 de PIB. C'est un choix politique. C'est un choix des citoyens, c'est un choix social-démocrate. Et donc le rapport Libault, on est très fort en France pour faire d'excellents rapports. J'attends les financements. Je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas un copec aujourd'hui. Vous savez qu'on est en train de proposer aux gens de travailler plus longtemps pour financer la dépendance. Enfin, je veux dire, on nous prend pour des cons. Là, vraiment. Non, mais moi, je peux pas dire autre chose, hein. C'est vrai que c'est un sujet qui me passionne depuis 50 ans, mais ce que je peux vous dire, je l'ai alimenté de tous les rapports publics. Hein, je pense à Denis Pifteau, par exemple, qui a démissionné de chez Touraine il y a quelques années en claquant la porte. Tout ce que je vous dis, ce sont des rapports qui disent ça noir sur blanc. Encore une fois, je peux pas être plus précis que la Cour des comptes. Le système est incompréhensible. Je discutais la semaine dernière avec une de mes copines que vous connaissez, Nicole Boïc. Nicole Boïc, c'est une médecin de la région rouennaise qui se retrouve à l'inspection des générales des affaires sociales. Nicole m'appelle la semaine dernière, elle me dit « Je fais un rapport pour le gouvernement sur les soins palliatifs. Toi qui t'y connais un peu, dis-moi qu'est-ce qui se passe. Les soins palliatifs, si tu veux que les gens restent plus longtemps chez eux à domicile, c'est clair, il faut plus de professionnels, les former beaucoup mieux, les accompagner, avoir des groupes d'accompagnement de parole, les financer correctement. Et toutes ces dépenses-là, moi, je vous dis, si vous faites ces dépenses-là, ce qu'ont montré les Suisses, vous faites des économies des dépenses de santé du double. Les cantons, je pense au canton de Genève, où ils ont montré que quand ils mettaient 1 dans l'investissement sur le domicile, ils faisaient 2 en économie de dépenses de santé, économie de consommation des médicaments. Je ne sais pas si vous savez, mais en EHPAD, rapport IGAS, 10 médicaments en moyenne. Vous savez très bien qu'au bout de 5 médicaments, la iatrogénie, elle n'est pas loin. Donc, dépenses de médicaments, vous supprimez des dépenses hospitalières inutiles, des gens qui restent trop longtemps parce qu'ils n'ont pas de solution de sortie, ça c'est le rapport de Pifteau. En matière de famille, allez compter les arrêts de travail des femmes, les pathologies familiales,
Chiffrez-moi tout ça et vous verrez que si vous me donnez 5 milliards demain, moi je vous en rends 10 ou 15 dans 5 ans en termes d'économie de dépenses de santé. C'est ce que disent tous les rapports. Moi je ne peux pas dire autre chose. Donc vous voyez pourquoi je suis violent quand je dis ça, parce qu'on sait ce qu'il faut faire depuis des années et on choisit politiquement, tous les gouvernements les uns après les autres, de ne pas le faire. C'est tout ce que je peux dire. Voilà. Pour compléter les propos de Bernard et pour vous donner 2 pistes, vous savez qu'aujourd'hui, dans le champ de l'éthique internationale, la France, qui se disait pionnière de ce qu'on appelle l'éthique de la citoyenneté, est très décriée. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que la promesse affichée n'est pas tenue. Et aujourd'hui, le grand champ du politique que vous posez, alors pas vous directement, vous subissez autant que nous les contraintes qui vous sont imposées, soyons clairs, vous n'êtes responsable de rien, mais les exemples que vous avez évoqués montrent très bien que en termes d'éthique de l'information, le citoyen n'est même pas au courant de ce que l'on décide là. C'est-à-dire que le discours de la promesse, c'est vous vieillirez vieux, vous aurez des retraites et la société, voilà, vous protégera. C'est d'historique, on va dire, de l'universalisme, puisque tu citais M. Larocque. Et donc, toute une génération qu'on connaît, parce que c'est celle de nos parents, de nos grands-parents, vivent dans ce schéma historique. Mais quand ils sont confrontés au réel, eh bien, c'est la déchéance non seulement de ce qu'ils vivent dans leur corps, dans leur chair, mais là, il y a beaucoup d'écrits qui disent que c'est aussi une déchéance d'idéal. Et donc c'est une perte de confiance dans la nation dans laquelle on vit. Alors, je ne veux pas qu'on se quitte pessimiste, que ce soit. Mais après, il ne faut pas s'étonner, parce que la question est politique, on l'a dit tout à l'heure, du 60% d'abstention, de gens qui votent alors plus ou moins bizarrement par rapport aux valeurs démocratiques, mais il ne faut pas s'en étonner. C'est-à-dire qu'il faut faire les liens. Deuxième lien, moi je suis en charge, certains le savent, de la réflexion sur ce que peut être les domaines des sciences humaines dans la réforme des études de santé. J'ai rendez-vous à la DGOS il y a 15 jours. Et on nous dit on fait des réformes des études de santé pour créer des nouveaux métiers. Créer des nouveaux métiers. On y est. Et on dit il faut universitariser les nouveaux métiers. Pourquoi ? Parce que confier la formation et s'intéresser à la formation de gens qui sont déjà en poste, je ne dis pas qu'il faut le faire en termes de formation continue, mais c'est hallucinant de se dire que ce n'est pas fait en formation initiale. C'est-à-dire on connaît les modalités de recrutement de ces personnels. Et encore une fois, ce n'est pas contre eux. Et donc quand vous dites qu'il faut que l'université s'ouvre à ces métiers, on vous dit que ce n'est pas possible, il n'y a pas les moyens. Alors je ne suis pas en train de dire que ce soit être l'université, mais vous voyez mon jeu de mots entre université, universalisme, valeurs communes, république, tout ça est en lien. C'est plombant cette fin de soirée. C'est plombant cette fin de soirée. Mais en vous écoutant tous, on disait c'est captivant, parce qu'ils nous brossent des tableaux, voilà, de vie, mais ils ne disent pas vraiment ce qu'ils pensent. Si les représentants des institutions, chacun se taisent, sont dans le silence, alors qu'on peut comprendre, parce qu'on est en poste, éventuellement, je ne sais pas combien de vous sont titulaires autour de la table de leur poste, versus combien sont en contrat à durée déterminée. C'est-à-dire on a constitué un champ institutionnel de la régulation des valeurs éthiques, en mettant aux gens dans l'obligation de faire sans avoir la possibilité de réfléchir et de critiquer leur propre système. Et si la critique du système est vécue comme négative dans un champ démocratique, raison pour laquelle peut-être la directrice de l'ARS m'a envoyé un courrier critique sur notre programme d'aujourd'hui. Alors je sais que c'est enregistré et j'assume, parce qu'autrement je ne serais pas dans mon rôle. Vous savez que le seul rôle d'un universitaire aujourd'hui par rapport à vous tous, c'est d'être indépendant. Quelqu'un a dit que les gens étaient tous sous tutelle de l'ARS, sauf moi. Même l'espace éthique n'est pas sous tutelle de l'ARS. Et encore une fois, ce n'est pas une guerre contre l'ARS qu'il faut porter là. C'est une guerre d'urgence. Nicolas Hulot parle d'urgence climatique. On a des urgences générationnelles, on a des urgences sociologiques, et on est dans une forme d'aveuglement que l'on nous impose, parce qu'individuellement, on n'est pas aveuglé. Quand vous avez parlé, vous n'étiez pas aveuglé. Votre dernière diapositive, je prends celle-là, ça aurait pu ça. Elles disent tout, ces diapositives. Vous auriez pu faire votre diapo que sur cette diapositive. Parce que la présentation des institutions, bien sûr, elle apprend aux gens, et c'est très bien de l'avoir fait. Mais quelque part, on s'en fout. La dernière diapo que vous aviez est exemplaire. C'est-à-dire que toutes ces questions n'étant pas résolues, ou posées dans le débat public, parce que les questions que vous avez posées sur la question de la perte d'autonomie de décision, on pourrait vite faire un nouveau contrat social pour savoir qui dit et qui décide à la place d'eux. Moi qui ai accompagné, comme Bernard d'ailleurs, les questions sur les case managers avec, on en parlait hier, Dominique Somme, on pourrait très bien imaginer des nouveaux métiers dont la responsabilité serait de décider à la place des autres.
C'est quoi cette notion selon laquelle l'autonomie serait la valeur suprême à respecter alors qu'on sait qu'elle n'est pas respectable puisqu'elle est en impossibilité de s'exercer? On est dans des leurres. Donc, quelle serait la honte de dire on a une société où des acteurs formés à la dignité de la personne, à son respect, agiraient à la place et avec de l'autre, résolvant tous les problèmes de, bien évidemment qu'il ne faut pas les mettre sous tutelle. On sait que ce n'est pas la solution. Il n'y aura pas assez de tuteurs. Et ils ne seront pas à même de connaître les personnes dont ils auront la charge. Donc vous voyez, quand on dit que l'éthique amène à inventer une société nouvelle, il ne fallait pas nous brancher là-dessus. Hein. C'est la passion qui doit nous animer. Et tant qu'on ne sera pas dans cette créativité de choses nouvelles, eh bien on sera dans le drame. Et peut-être que quand Bernard aura 90 ans, on l'invitera encore et qu'il dira « Vous savez, au colloque, hein, vous croyez que je ne passerai pas à la barre? Eh bien les vieux, j'en ai marre !» Mais il continue à parler. Voilà. Bon, enfin tout ça pour dire qu'on a passé en tous une très très bonne journée. On est très heureux de tout ce qui s'est dit et tout ce qui s'est passé. C'est forcément un peu déstabilisant, mais on n'a pas donné notre définition de l'éthique. Mais l'éthique, on l'a dit un peu, c'est un processus, un mouvement qui réinterroge les règles existantes pour les faire évoluer et progresser. Voilà, l'éthique, c'est quelque chose en mouvement et c'est pas quelque chose de figé. Merci à tous et puis à la prochaine.